Bonjour à tous, une Bonjour fois à de tous. plus. Merci d'être là. Vous savez, dans le cadre de nos webinaires Voltaire Funfair City, on aime bien interroger les nouvelles tendances, décortiquer les nouveaux concepts et voir quels sont les ressorts du fonctionnement et du succès. Mais parmi ces ressorts du succès, évidemment, le fonctionnement est quelque chose le financement, pardon, est quelque chose de crucial. Une idée qui n'est pas financée reste une belle idée et en tout cas, ça n'est pas un projet qui est mis en œuvre. Il y a à peu près un an, on avait Benoît Perrin-Darlos de Raphaël Finance qui était intervenu et qui nous avait parlé du financement de la création des sites de loisirs et même de la transmission derrière. Donc ça, c'était une approche assez générale. Et on avait pu voir à cette occasion que financer des équipements récréatifs et culturels ou des équipements de loisirs en général, c'est souvent compliqué. Pourquoi c'est compliqué? D'abord, on est, je dirais, parfois en face de prototypes. D'ailleurs, c'est ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, qui nécessitent une intensité capitalistique forte, avec des frais, souvent des frais fixes de fonctionnement importants, jusqu'à ce que ces frais fixes soient couverts. Ces équipements peuvent perdre beaucoup d'argent, même si une fois qu'ils ont dépassé le point mort, ils sont aussi capables de générer beaucoup de recettes et gagner de l'argent. Il peut y avoir des activités saisonnières, il y a des sujets également de duplication. Enfin bref, on est souvent dans des prototypes. Et qui dit prototype, dit justement innovation. Et l'innovation, elle est au pouvoir. Chacun d'entre nous peut le constater. Il y a eu une formidable accélération en grande partie grâce au digital, mais pas seulement. Et cette innovation, elle se traduit dans des nouvelles formes d'hébergement, de nouvelles pratiques sportives, et qui plus est, souvent, de plus en plus, ces concepts deviennent hybrides, mixtes, et donc le sujet je dirais de l'innovation est particulièrement important, et pour ce faire, il existe des dispositifs qui ont été mis d'accompagnement, qui ont mis en place, et je crois que la France peut s'enorgueillir justement d'être un peu à la pointe de tout ça. Et il y a des gens dont c'est le métier que d'identifier ces types de financement et puis d'aller les sécuriser, d'aller les sourcer. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est ravi de prolonger ce sujet du financement en accueillant Hervé Mottet et Emmanuel Jost et Julie Hudon de BDO, qui vont traiter justement du financement de l'innovation. Mais avant tout, comme habituellement, nous avons une séquence de rappel d'actualité, la veille de notre chercheur, de notre guetteur, Vincent Philippe et son blog Funfair City. Et donc, Vincent, je te propose de nous dire ce que tu as pu identifier ce dernier mois. Très bien, merci, merci Thierry, merci à vous pour votre participation, votre fidélité. Je profite également pour remercier Pierre Godleski, notre expert en parc à thème, parc animalier, qui a du coup été à l'origine du sujet, qui nous a mis en relation avec BDO. Donc merci à lui pour faire ce sujet. On aime bien alterner des sujets très généraux comme l'immersif le mois dernier, ou comme les parcs d'attractions en général avec la saison 2022 en début d'année, en janvier. N'hésitez pas à y revoir en replay. Et des fois, effectivement, comme a dit Thierry, des sujets de pointe, des sujets de niche, vraiment à destination des opérateurs, des spécialistes, des professionnels qui cherchent ce type d'information. Donc on est ravis en tout cas de présenter ce sujet aujourd'hui, mais voilà, on a notre trame, on s'y tient, et on aime partager chaque mois son repère pardon, dans l'actualité des loisirs. Ça a encore été un mois riche, comme à chaque fois, depuis 5 ans, 6 ans maintenant que je suis l'actualité avec le blog. Donc ce mois-ci, petite sélection, on regardera les dernières nouveautés à venir pour les Parisiens, du coup,
les vacances arrivent, donc c'est l'occasion de se programmer quelques sorties, quelques expériences. On fera un petit topo du côté de l'escalade avec une belle référence d'escalade itinérante et les nouveaux lieux urbains qui intègrent cette activité. On fera un petit topo immersion encore en écho à notre sujet du mois dernier avec, encore une fois, le sujet d'un jeu en licensing et un sujet historique. On parlera également de multi-activité, un sujet qui revient souvent d'un littoral à l'autre. Un petit topo également sur l'événementiel, hein, dont on sait tous qu'il est un facteur important de visite, de revisite, d'éco-média, et on verra deux exemples, surtout un exemple, et puis un événement à venir en décembre, et une photo du coup pour conclure cette session. On ira du côté de Vienne où se tenait le dernier salon du IAPA, qui est le grand événement qui rassemble tous les acteurs industrie du loisir et du divertissement à l'échelle mondiale, déclinaison européenne du salon, mais en tout cas c'était un bel événement. Pour démarrer, les nouveautés Paris. Le premier exemple, c'est Bomb Squad. Bomb Squad, c'est une sorte d'action game assez compact, un principe de jeu en cellule où on va pouvoir évoluer en équipe de 2 à 6 hein, à partir de 7 ans, sur une session globale d'1 heure avec 5 ou 6 salles distinctes. Chaque salle va proposer une activité, un défi particulier, avec un sol interactif, avec des murs digitaux, avec des lasers qu'il va falloir éviter. Le but du jeu, ça va être de gagner un maximum de temps pour intégrer la dernière salle et avoir le temps de désamorcer cette fameuse bombe qui promet de vous envoyer une belle éclaboussure de peinture multicolore à vous et votre équipe en toute fin de mission si vous n'y arrivez pas. C'est un concept du coup qui est assez similaire à un concept qui s'appelle Beat the Bomb qu'on peut retrouver aux États-Unis dans 3 villes, Atlanta, New York et Washington, décliné et adapté au public français, aux technologies dont on dispose également ici. Mais en tout cas, voilà, c'est à venir prochainement. On ne peut pas encore réserver, mais ça ne saurait tarder. En plein cœur de Paris, boulevard de Sébastopol. Autre nouveauté parisienne, du côté de la réalité virtuelle cette fois, avec l'Horizon de Kéops, qui va générer un lieu dédié à cette expérience culturelle en réalité virtuelle, du côté de Bercy Village. Donc, l'Horizon de Kéops, hein, une activité maintenant qui est chapeautée par Otium Leisure, hein, le grand groupe derrière de plus en plus de concepts de loisirs émergents, avec une volonté de développement à l'échelle mondiale, puisqu'on va retrouver une adresse à Londres, une adresse à New York, Shanghai également, donc avec un développement assez important de cette expérience immersive, culturelle, historique, patrimoniale, qui nous replonge au niveau à l'époque des pyramides. L'exemple, si vous n'avez pas fait Kéops, vous avez peut-être fait État Notre-Dame, qui était basé sur le même principe. Donc ça, c'est le studio émissif qui a réalisé ces expériences-là. Ça s'appelle Excurio Experience. Et la dernière création en date est proposée au Musée d'Histoire Naturelle. C'est un parcours dans le passé au niveau des paléopaysages, grands paysages terrestres qu'on pouvait trouver du coup à l'époque du Paléolithique. L'escalade, activité très en vogue, on en parle souvent, vous voyez de plus en plus de lieux autour de chez vous où on peut pratiquer cette expérience. Je crois que c'est Arcos qui a encore ouvert plus de 1000 mètres carrés dans un ancien garage à côté de Montmartre, donc voilà, c'est une activité qui se développe beaucoup, donc c'est intéressant de regarder aussi les endroits où elle se développe, les différents usages qu'on peut retrouver. L'initiative qu'on voulait souligner, c'est l'initiative qui s'appelle Andrea, qui est un mur itinérant qui a été monté, créé par 2 passionnés, une sportive de haut niveau et un photographe de sport extrême, qui a racheté un ancien camion du Dakar, je crois, et qui l'a équipé en mur d'escalade avec des prises qui peuvent être modulables, adaptées, changées à chaque fois, de manière à circuler et à porter l'activité d'escalade de bloc là où elle n'existe pas, notamment dans certains quartiers défavorisés européens, certains pays où du coup l'activité n'est pas aussi diffuse. Donc c'est une belle initiative à souligner, de porter l'activité au plus proche de certaines populations qui auraient envie de la découvrir. L'autre exemple, c'est l'ouverture récente de The Roof à Toulouse au sein de la cartoucherie. Donc la cartoucherie, c'est un grand écoquartier qui est au niveau du zénith, de la ville, et qui a en son cœur un très grand site requalifié, une ancienne cartoucherie, comme son nom l'indique,
qui propose maintenant un grand food court, un cinéma, des espaces de réunion, de l'économie sociale et solidaire, et une activité d'escalade portée par l'enseigne The Roof, The Roof, une enseigne qui a maintenant 7 ou 8 sites d'escalade en France. Donc on est dans le registre des grands tiers-lieux, des nouvelles polarités urbaines, multi-activités. On avait abordé ce thème avec le sujet sur les Capucins, les grands tiers-lieux, les Capucins à Brest. On avait invité du coup le président de la SPL qui s'en occupait. Voilà, donc je vous invite à revoir cet épisode, on remettra le lien dans le chat. Mais en tout cas, voilà, ça montre la place qu'occupe maintenant l'escalade dans les grands projets. Immersion avec 2 exemples récents. On avait parlé le mois dernier de tout ce qui était licensing autour des marques de jeux, des marques de jouets. Et ben on continue, puisque juste après ce webinaire, on a appris que la compagnie The Pass Entertainment Group, compagnie anglaise qui s'occupe de décliner pas mal de concepts de jeux, c'est eux qui ont fait Monopoly Experience à Londres avec un bon succès, plus de 160 000 visiteurs en moins de 2 ans, va s'intéresser du coup au jeu Cluedo, donc le célèbre jeu d'enquête avec le colonel Moutarde, le chandelier, pour trouver voilà, qui est le coupable. Donc on est assez curieux de voir ce qu'ils vont pouvoir inventer à partir de ce jeu assez connu. Le deuxième exemple, autour de l'histoire cette fois, c'est le premier site annoncé pour les cités immersives. Les cités immersives, c'est un concept de lieu entre 1000 et 2000 mètres carrés qui doit pouvoir s'implanter dans différentes villes et de mettre en valeur à chaque fois un personnage de l'histoire locale, un personnage ou une période de l'histoire. Donc là, c'est le thème des Vikings qui est retenu à Rouen, une scénographie immersive, très interactive, très visuelle, avec un mix de physique et de numérique. Donc c'est le premier site annoncé, d'autres vont suivre, mais en tout cas voilà, dès 2024, on pourra retrouver cette nouvelle génération de lieux culturels à travers les cités immersives. Les multi-activités, on en parlait également le mois dernier avec pas mal d'exemples. Les 2 derniers d'un littoral à l'autre, puisqu'on parle de Pornichet, pas très loin de la Baule, où a ouvert le dernier centre de Up to Play, le plus grand en date, puisque notamment sur ces 9000 mètres carrés, on compte une piste de karting qui prend tout de suite pas mal d'espace. Pour le reste, on trouve une programmation diversifiée entre sport et entertainment qui fait la richesse de ces sites multi-activités. Et l'autre, c'est un site Gravity Max. Gravity Max, on avait montré une petite vidéo le mois dernier pour montrer un petit peu le concept d'entertainment à l'anglaise. Et ici, c'est sur l'île Maurice que le 3e Gravity Max a ouvert, après les 2 sites, le site de Londres et le site de Liverpool. La même recette, le même cadre, la même ambiance, mais cette fois vraiment sur une île assez éloignée de là où on l'a vu, on a vu apparaître le concept. Donc vraiment une diffusion aussi mondiale de ce type de divertissement. L'événementiel, on le sait, on en a parlé avant l'été, c'est une part importante de l'industrie des loisirs, c'est la temporalité, on marque le temps, on ponctue l'année avec des événements. Le dernier en date, dont on voulait parler en tout cas, c'était le Batman Day, notamment puisque a ouvert cet été le Batman Escape, dans l'ancien centre Ville-Up renommé en Boom Boom Villette. Il a ouvert en juillet, et à l'occasion de la journée mondiale de Batman le 16 septembre dernier, toute une série d'animations était organisée, alors au sein de Batman Escape, naturellement, avec des jeux, forcément, avec des activités un petit peu élargies par rapport aux expériences qu'ils proposent déjà dans leur site. Mais là où c'est intéressant, c'est que tout le site de Boom Boom Villette a participé à l'événement. Quiz Room a organisé des séances spéciales sur des questions autour de l'univers de Batman. Fly, alors ils n'ont pas volé avec la tenue de chauve-souris parce que c'est un petit peu délicat, mais ils avaient quand même un petit t-shirt décoré. Le cinéma pâté a fait des projections de classiques de Batman, notamment de Tim Burton, avec une masterclass, introduction par des spécialistes. Et au sein de Batman Escape, on pouvait trouver des activités enfants, on pouvait trouver des conférences, des interventions. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'était une manière intéressante de voir comment autour d'un lieu, on peut développer un événement et comment il peut rayonner ensuite sur son environnement, sur une autre activité où tout le monde va prendre part à l'événement et créer le temps d'une journée une destination unique sur un thème donné. Voilà, c'est assez riche d'enseignements. Je voulais utiliser cette partie événementielle pour signaler le retour de Big Drama, une compagnie française de théâtre immersif qui est assez pionnière en la matière. Ils avaient réalisé le spectacle Close juste avant le Covid et qu'ils avaient dû arrêter en catastrophe, évidemment, comme tout le monde. Et donc c'est une bonne nouvelle de voir leur nouvelle création qui a été annoncée en avant-première hier par mailing, et bientôt avec les billets en vente. Donc
suivez ça, abonnez-vous à leur mailing et n'hésitez pas à aller prendre des places pour les soutenir et aller voir Norma du coup qui se jouera en immersif du coup du côté de l'Opéra à partir du mois de décembre. Voilà. Pour finir, l'image, donc à Vienne, où se tenait donc le salon du IAPA. À Vienne, vous avez, comme dans beaucoup de grandes villes d'Europe centrale, des grandes tours de télévision, très spectaculaires, très monumentales, un peu reculées par rapport à la ville. Il y a souvent des plateformes où on peut monter, observer le panorama depuis ces grandes hauteurs. Et voilà, récemment annoncé, le plus haut toboggan d'Europe. Alors, il ne s'agit pas de partir de tout en haut et de descendre jusqu'au sol, mais en tout cas de vivre une expérience de toboggan à grande hauteur, puisqu'on sera à 150 mètres du sol. C'est un duo du coup du fabricant allemand Wigand et de l'artiste spécialisé dans ces sculptures de toboggan Karsten Holler, qui en a réalisé pas mal dans le monde. Et donc voilà, c'est le Danube Tower Slide à Vienne, qui ouvrira l'année prochaine à l'occasion des 60 ans du coup de ce grand ouvrage. Voilà pour la veille de ce mois-ci. On mettra les liens habituels dans notre chat juste à côté. Donc n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux pour en savoir plus, et notamment au quotidien, au jour le jour, via les réseaux sociaux. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet qui nous occupe aujourd'hui, en souhaitant la bienvenue à Hervé Mottet, Julie Hudon, Emmanuel Josse de BDO, et dans un second temps, on fera intervenir également Anthony Kohler, directeur de la zoologie de Sainte-Croix, qui a bénéficié d'un de ces systèmes, et qui va nous raconter du coup le retour d'expérience concret de ces recherches d'optimisation et de recherche. Du coup, voilà. Donc j'invite nos premiers invités à nous rejoindre sur scène. On leur passera la parole avec cette présentation. Bonjour Hervé, bonjour Julie, bonjour Emmanuel, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais partager immédiatement votre présentation et vous pourrez du coup vous lancer. Merci d'accepter vos questions. Parfait. Voilà. Je vous laisse démarrer. On garde un petit peu de temps pour les questions en fin de séance à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à vous les conserver ou à les mettre dans le chat. On les sélectionnera du coup pour se garder 5-10 minutes en fin de séance pour y répondre. Je vous laisse. Merci. Merci beaucoup Vincent pour cette introduction. Donc vraiment ravi de pouvoir participer au webinaire de Voltaire, et je vous présente aussi mes collaboratrices Julie Hudon et Emmanuel Josse, qui sont managers dans notre équipe de financement de l'innovation. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous donner un panel et un aperçu des financements de l'innovation, qui sont des supports gouvernementaux pour aider les entreprises dans leurs investissements en recherche et innovation. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de ne pas rentrer dans tous les détails, mais de vous donner un aperçu et de garder un petit peu de temps pour répondre à vos questions le cas échéant. Donc, juste un petit mot de notre entreprise. Donc, BDO, on est en fait un cabinet d'audit, d'expertise comptable et de conseil. On est le cinquième réseau mondial en la matière. Et effectivement, en France, on a 54 bureaux, donc un maillage territorial assez important, tout en ayant un rayonnement international de plus de 164 pays. Et effectivement, dans notre équipe, on est dans la branche conseil, et on aide les entreprises dans l'accompagnement pour effectivement identifier les projets de recherche, pouvoir identifier effectivement les dispositifs qui sont éligibles et pouvoir sécuriser ces démarches, parce qu'effectivement, lorsqu'il y a un attrait financier, il y a toujours des contraintes, et mes collaboratrices vous donneront plus de détails le cas échéant. Donc, effectivement, lorsqu'on parle de financement de l'innovation, qu'est-ce que c'est? Donc, je me suis permis vraiment très rapidement de vous présenter les dispositifs de financement de l'innovation qui sont les plus importants aujourd'hui. Donc, on a le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation, sur lequel effectivement on va se pencher un peu plus aujourd'hui, qui sont des réductions, des crédits d'impôt à votre impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu, et qui effectivement permettent chaque année de pouvoir valoriser certains de vos projets de recherche et d'innovation. Au-delà de ces deux dispositifs, on a aussi un dispositif de jeunes entreprises innovantes
qui permet, en complémentarité des dispositifs de C2I et CIR, de pouvoir supporter les premières années de développement en recherche et qui effectivement est assez important. Au-delà de ça, on a aussi l'opportunité de collaborer avec des universités au travers de ce qu'on appelle les thèses CIFRE. Les thèses CIFRE aujourd'hui sont un dispositif extrêmement intéressant puisque ça vous permet d'avoir des thésards sur des problématiques techniques poussées pendant 2 ou 3 ans où effectivement le gouvernement vous permet d'avoir un support en termes de subvention et ça peut être en complémentarité du crédit impôt recherche et crédit impôt innovation. Au-delà de ça, nous avons effectivement les aides directes, hein, dans le type subvention, et on a mentionné 2 guichets, hein, donc on a l'Union européenne avec notamment le FEDER, qui est une aide qu'on retrouve souvent à l'échelle régionale et qui effectivement permet d'avancer sur ces sujets-là. Nous n'oublierons pas de mentionner le principal dispositif de recherche de l'Union européenne qui est effectivement Horizon Europe pour des projets de recherche très poussés en collaboration avec des universités généralement et BPI France qui reste un guichet une interface unique sur tout ce qui est aide directe pour des projets d'innovation et de recherche et dont les aides peuvent être soit des aides en subvention ou couplées avec des aides d'avance remboursables. Voilà, donc sur très rapidement, ce qu'on essayait de valoriser, c'est que le crédit impôt recherche, crédit impôt innovation ne sont pas que des réductions fiscales. Hein. Ce sont véritablement des outils permettant de financer la recherche et développement. Il faut savoir que si vous êtes une PME où vous avez de l'IS, ben vous récupérez un financement à hauteur de plus de 30% de vos coûts de développement. Donc c'est quand même assez important. Ça permet de valoriser l'innovation et la recherche au sein d'un groupe. Ça permet aussi de minimiser, et ça c'est important, la décision, le risque et une aide à la décision pour des investissements importants parce qu'on sait qu'à la fin de l'année, on peut récupérer un coussin financier qui représente pratiquement un tiers de vos investissements. Ça permet aussi dans la comptabilité consolidée hein, de pouvoir valoriser ces crédits d'impôt puisqu'effectivement ils vont être considérés comme des produits exceptionnels améliorant les performances financières de votre groupe. Si vous avez effectivement ce type de dispositif mis en place, ça vous permet aussi de structurer votre réflexion sur le développement de nouveaux produits et de nouveaux process, puisque vous allez devoir formaliser ces aspects-là. Donc, il y a quand même des avantages au-delà de l'avantage purement de déduction fiscale. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans les détails du JUI et l'IPBox, mais je voulais mentionner quand même ces 2 dispositifs qui sont complémentaires hein, du crédit impôt recherche et crédit impôt innovation. Donc le JUI, donc Jeune Entreprise Innovante, c'est un statut que vous pouvez avoir pour les 8 premières années de création de votre société. Votre société doit être nouvellement créée, hein, donc ce n'est pas une restructuration ou une extension d'activité préexistante. Et ce dispositif qui est quand même assez contraignant puisqu'il faut que vous ayez 15% de vos charges dédiées à la R&D est quand même extrêmement intéressant puisque ça vous permet d'avoir des exonérations de charges sociales hein, qui est pratiquement 20% sur les 42% que vous payez généralement en cotisation patronale, vous avez une moitié à peu près qui est déduite sur les employés qui ont travaillé sur des travaux de recherche et développement. Et en plus de cela, vous avez aussi des exonérations d'IS sur les 2 premiers exercices bénéficiaires, au-delà d'autres exonérations fiscales qui sont souvent sujets à des autorisations des collectivités territoriales. Donc voilà, ce dispositif très intéressant, surtout dans les 8 premières années de création de votre société. Vous avez l'IPBox, donc l'IPBox, donc propriété intellectuelle, donc c'est une défiscalisation de vos revenus liés à la vente de votre propriété intellectuelle. Donc si vous avez
une activité de licensing, hein, donc cession, concession, pour des brevets, pour des logiciels ou des procédés industriels, sachez que vous pouvez potentiellement avoir votre taux d'IS réduit de 10% au lieu de 25% pour ces revenus nets liés à cette propriété intellectuelle. Donc, très intéressant. Et au-delà de ça, peut être complémentaire du crédit impôt recherche et crédit impôt innovation. Donc l'IP-Box est intéressante, est assez récente et sur lequel effectivement de plus en plus des éditeurs de logiciels se positionnent sur ce type de dispositif. Voilà, donc je vais laisser la main à ma collaboratrice Julie Hudon qui va vous donner tout ce que vous devez savoir sur le crédit impôt recherche, qui est effectivement un dispositif extrêmement important de l'innovation. À toi, Julie. Bonjour à tous et merci beaucoup Hervé. Donc comme le disait Hervé, moi je vais m'occuper de vous faire un focus sur le CIR. Alors, le CIR, oups là, j'ai été un peu rapide, excusez-moi. Donc le CIR, c'est un dispositif fiscal, comme l'a dit Hervé, qui va permettre de valoriser l'effort de recherche des entreprises françaises. Je vais beaucoup parler de R&D. La R&D, c'est la recherche et développement. Ça, on a posé les bases et vous ne me poserez pas la question. Qu'est-ce que la recherche? Alors, la recherche, les critères ont été définis suivant le manuel de Frascati, qui est un petit peu la Bible de la recherche, c'est-à-dire qu'elle va en définir les contours et les critères. Il y a 5 critères à cumuler pour que l'activité de R&D soit qualifiée de recherche. Vous allez voir qu'en fait, pour être très généraliste, le CIR, ça va être un sponsoring de l'acquisition de connaissances qui, à terme, vous permettra de développer des nouveaux produits, des nouveaux process ou des nouveaux services. Ces critères sont donc la nouveauté. L'idée est donc d'acquérir de nouvelles connaissances. Il y a ensuite la créativité, c'est de le faire en fait avec des concepts nouveaux ou des idées nouvelles. Il y a ensuite l'incertitude scientifique et technique. L'idée là, c'est qu'il faut prouver qu'on ne connaît pas à l'avance la probabilité ni la façon de lever cette difficulté. Qu'aujourd'hui, les connaissances du métier et les connaissances accessibles ne le permettent pas. Ensuite, il y a l'approche systématique. Très clairement, l'idée, c'est que votre activité, elle est structurée. Elle est structurée, elle est itérative et vous recueillez à la fois vos méthodes et vos résultats. Enfin, la transférabilité. Là encore, on va parler d'acquisition de nouvelles connaissances. C'est l'idée de pouvoir les transférer à un autre chercheur, entre guillemets, afin que lui puisse les utiliser. Petite subtilité du crédit impôt recherche, quand on parle d'acquisition de nouvelles connaissances, on a l'impression qu'on est obligé de réussir. Or non, l'échec fait partie des nouvelles connaissances parce que, par exemple, si vous avez un résultat négatif, ça va venir infirmer une hypothèse de départ. Voilà les 5 critères qu'il faut respecter pour que l'activité soit considérée comme une activité de R&D. Ensuite, on va définir la typologie de la recherche. Il y a 3 typologies de recherche. Vous voyez d'ailleurs la quantité de CIR déposée en fonction du type de recherche par la partie bleue de notre graphique. Il y a en premier lieu la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, l'objectif va être d'acquérir des connaissances nouvelles sur le fondement de phénomènes, mais sans envisager d'application à ces phénomènes. La recherche appliquée, ça va être de chercher les utilisations possibles de ces phénomènes. Et pour être très vulgarisante, le développement expérimental, ça va être d'appliquer en fait ces phénomènes. Et vous voyez donc que le développement expérimental, c'est ce qui est le plus valorisé en R&D au sein du CIR français. Le CIR se calcule selon une grille définie par la loi de certaines dépenses. Alors, les dépenses, la plus grosse dépense en fait au sein du CIR, ça va être le personnel. On a plusieurs typologies de personnes. Ça peut aller du docteur ingénieur au jeune docteur, mais également tout ce qui va être technicien, indispensable à l'activité du chercheur, toujours entre guillemets, c'est une appellation du CIR. Alors, les salaires, en fait, on va les proratiser par rapport à l'activité de R&D. On va prendre les salaires bruts chargés. On va pouvoir aussi valoriser tout ce qui va être sous-traitance. Alors, la sous-traitance, ça va être lorsque, dans le cadre de votre projet, vous avez besoin d'une prestation de R&D pour laquelle vous n'avez pas les ressources, ni matérielles, ni humaines.
Et par contre, cette R&D doit être agréée auprès du ministère de la Recherche. Ensuite, nous allons valoriser une partie matérielle au travers du matériel immobilisé. Et nous allons valoriser le prorata d'utilisation en R&D de l'année au travers des amortissements annuels de ces machines. Ensuite, il y a d'autres dépenses type propriété intellectuelle au travers des brevets, de la normalisation lorsque l'on fait évoluer les normes, de la veille technologique. Je vais faire un petit focus sur la partie fonctionnement. Elle est très importante parce qu'en fait, elle va permettre de valoriser toutes les dépenses qui ne sont pas valorisées dans le CIR. Typiquement, par exemple, la matière première. Il n'y a pas de case pour valoriser cette dépense qui est parfois très importante dans des projets de R&D. Les frais de fonctionnement, on les calcule en prenant un pourcentage des dépenses de personnel que l'on va valoriser et un pourcentage des dotations aux amortissements que l'on va valoriser. C'est forfaitaire finalement. Et je dis que c'est important parce qu'au final, quand on arrive à la fin de notre calcul de CIR, eh bien, par exemple, pour 100 € de dépenses de personnel, eh bien, le CIR va vous permettre d'en récupérer environ 40. Et de même, pour la partie matérielle, sur 100 € déclarés en amortissement, le CIR va vous permettre d'en récupérer un peu plus de 50 €. Comme vous voyez, on calcule une assiette de dépenses et on en prend un pourcentage, c'est ce qui fait votre CIR. Je vais maintenant parler des trésors cachés. Le CIR, on a l'impression que c'est de la recherche pure et dure, que on ne peut y accéder que lorsqu'on développe des nouveaux produits ou des nouveaux process, des nouvelles théories. Eh bien, il y a des petits trésors cachés. On va évidemment en évoquer un tout à l'heure avec notre invité au travers de la partie zoo aquarium. Mais l'architecture, notamment aujourd'hui, avec toutes les constructions basse consommation, les bâtiments autonomes, peut prétendre au CIR. Les sciences humaines que l'on oublie souvent avec l'analyse de facteurs environnementaux, l'élaboration de moyens pour déterminer, par exemple, des programmes adaptés au handicap ou le développement de produits, mais ça, c'est plus classique. Tous ces domaines d'activité sont plus frileux vis-à-vis du CIR, alors qu'en fait, il y a vraiment des trésors au sein de ces activités. Et maintenant, je vais finir en évoquant les activités que l'on oublie souvent quand on déclare des CIR. C'est les activités de veille technologique. On a une belle enveloppe dans le CIR qui peut être consacrée à toute cette partie. La partie propriété intellectuelle dont parlait Hervé tout à l'heure, qui notamment la IP Box qui est cumulable avec le CIR. Et enfin, les activités auxquelles on ne pense pas, les activités process qui vont être connexes à la cellule R&D que l'on va valoriser en plus, les projets qui n'aboutissent pas, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, ou tout simplement les développements informatiques qui vont être nécessaires aujourd'hui dans une activité donnée, mais qui n'est pas le cœur de métier. Voilà, je vais m'arrêter là pour le CIR. Je vais passer la parole à Emmanuel et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci Julie, bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler du crédit impôt innovation qui est en fait un peu le petit frère du crédit impôt recherche puisqu'il fonctionne à peu près de la même manière. C'est un crédit d'impôt, c'est un système déclaratif. Les nuances vont se trouver à la fois sur les activités qui sont éligibles, donc on peut valoriser au titre de ce crédit d'impôt, et également les sociétés qui sont concernées par ce dispositif. Parce qu'il faut savoir déjà, c'est que le crédit d'impôt innovation, contrairement au crédit d'impôt recherche, il ne peut s'appliquer que pour les sociétés qui sont des PME, donc petites et moyennes entreprises, au sens communautaire. Ce qu'on entend par là, c'est des sociétés qui, à l'échelle du groupe entier, à moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires qui n'excède pas 50 millions d'euros. Voilà, donc c'est vraiment un dispositif qui est pour les PME. L'autre différence avec le crédit impôt recherche, c'est qu'il est donc adapté aux activités d'innovation et non plus des activités de recherche. Le référentiel d'évaluation est différent parce qu'en recherche, on parlait plutôt de l'état des connaissances. Là, on va plutôt se placer au niveau de l'état du marché, puisque ce qu'on cherche à valoriser dans le crédit impôt innovation, c'est les nouveaux produits, c'est le critère de nouveauté sur le marché, pas forcément d'acquisition de nouvelles connaissances. Voilà, donc vraiment le point très important, c'est ça, c'est la nouveauté sur le marché. Ensuite, on va évaluer l'éligibilité des projets au travers de 2 grands critères. Le premier va être le critère on va dire généralisé de performance pour évaluer justement cette nouveauté sur le marché. Donc, on va regarder autour de 4 grands thèmes, on va dire. Est-ce qu'il existe de nouvelles fonctionnalités?
Au niveau de l'ergonomie également, est-ce qu'on a une ergonomie améliorée par rapport à ce qui existe? Au niveau de l'éco-conception, donc ça va être vraiment dans le développement même, et notamment l'utilisation de certains matériaux pour réduire l'impact environnemental. Et le dernier, ça va être l'aspect technique. Donc là, ça va être des performances techniques qui sont supérieures à ce qui existe sur le marché. Donc ça, c'est le premier critère, vraiment le critère de performance. Et le deuxième critère va être plus dans la, on va dire, dans la démarche et les phases du projet, puisque pour pouvoir prétendre au crédit impôt innovation, il faut impérativement avoir développé un prototype ou une installation pilote de ce nouveau produit. Voilà. Sans cette étape-là, on ne peut pas vraiment prétendre à ce dispositif. Le projet n'est pas considéré comme éligible. Donc ça, on va dire, c'est ce qui définit l'éligibilité du crédit impôt innovation. Une fois qu'on a bien cadré et identifié les projets qui sont éligibles à ce dispositif, on va, comme pour le crédit impôt recherche, passer aux dépenses qui sont éligibles. Finalement, elles sont relativement semblables à celles du crédit impôt recherche, puisqu'on va retrouver les dépenses de personnel, donc comme Julie l'expliquait tout à l'heure, au prorata de la participation du personnel à ces projets retenus comme éligibles. On va avoir également la partie sous-traitance, c'est-à-dire si on demande à un organisme extérieur de réaliser une partie du développement. Encore une fois, ces organismes extérieurs, qu'ils soient publics ou privés, ils doivent impérativement être agréés. Sans agrément, malheureusement, on ne peut pas inclure les dépenses dans le calcul. Propriété intellectuelle, de la même manière, brevet, dessin, modèle, COV, on va pouvoir reprendre les dépenses qui sont associées, donc type maintenance, prise, etc. Et enfin, les dépenses de matériel avec les dotations aux amortissements, donc de la même manière comme pour le crédit impôt recherche, le matériel qui est utilisé pour les projets d'innovation, on va pouvoir reprendre la dotation aux amortissements de l'année au prorata du temps d'utilisation de ce matériel. Donc, innovation versus production classique, par exemple. Contrairement au crédit impôt recherche, on ne va pas retrouver ces fameuses dépenses de fonctionnement qui sont intéressantes dans le dispositif du crédit impôt recherche. Mais voilà, on a quand même une assiette de dépenses qui est intéressante, avec un taux qui, depuis, à partir de 2023, qui sera de 30%. Jusqu'à présent, il était de 20%, mais aujourd'hui, à partir de 2023, il est de 30%. Et donc, ça va nous donner le crédit d'impôt innovation, le montant du crédit impôt innovation, qui, lui, est plafonné à 120 000 €. Donc, c'est un dispositif qui est un petit peu moins intéressant, on va dire, que le crédit impôt recherche, mais il permet de couvrir des aspects que le crédit impôt recherche ne couvre pas. Voilà, ça c'est pour le crédit impôt innovation de manière globale. Après, évidemment, il y a des petites subtilités, mais c'est dans sa présentation générale. On va passer ensuite à la partie sécurisation, puisqu'en fait, le crédit impôt recherche comme le crédit impôt innovation, c'est des dispositifs qui sont des dispositifs déclaratifs. Donc, vous déclarez votre crédit d'impôt en même temps que votre liasse fiscale. Par contre, vous n'avez pas à transmettre à l'administration fiscale lors de la déclaration des informations spécifiques de justification. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est comme c'est un système déclaratif, comme la déclaration d'impôt classique, on va être obligé, potentiellement, on peut être soumis à des demandes de l'administration fiscale après la déclaration, donc sous forme de demande d'information, sous forme de contrôle fiscal. Et là, il faut disposer d'un dossier justificatif pour pouvoir justifier d'une part des dépenses qui ont été engagées, mais également de l'éligibilité des projets. Donc, ce que je vais vous présenter un peu, c'est la construction de ce dossier justificatif. Donc, le dossier justificatif, généralement, il se présente avec différentes parties, une présentation de la société, des activités de la société et comment les projets, en tout cas l'activité de R&D ou d'innovation, s'intègrent dans la société et sa politique. Ensuite, on va avoir une présentation succincte des projets qui sont valorisés. Donc là, on reprend les grandes thématiques pour présenter les projets avec voilà, de manière générale, l'objectif du projet, les difficultés du projet et l'état de l'art, la rupture avec l'état de l'art quand il s'agit de crédit d'impôt recherche et la rupture avec l'état de l'art avec l'état du marché quand il s'agit de crédit d'impôt d'innovation. Ça, c'est un tableau assez récapitulatif qui est relativement simple. Et ensuite, on va rentrer plus dans le vif du sujet avec la présentation détaillée des opérations, soit de R&D, soit d'innovation. Là, c'est les mêmes informations que ce que je viens de vous expliquer, mais beaucoup plus en détail. On va beaucoup plus présenter, par exemple, l'état de l'art, l'état des connaissances quand il s'agit d'un crédit impôt recherche, et un tableau beaucoup plus détaillé des solutions qui existent déjà sur le marché, avec les limites de ces solutions pour le crédit impôt innovation. Donc, il y a différentes catégories, les travaux, les difficultés rencontrées, etc. Ça va être ces fiches-là, elles vont être vraiment importantes pour justifier l'éligibilité des projets.
Et enfin, en général, la dernière partie, c'est qu'on présente le tableau des dépenses qui ont été valorisées pour montrer un petit peu plus en détail comment on a obtenu notre montant de crédit d'impôt. Dernier point sur ces dispositifs, parce que c'est certes des dispositifs qui sont intéressants pour le financement de vos projets, mais il faut quand même avoir en tête que c'est des dispositifs qui sont très cadrés, avec de nombreuses informations à connaître et à maîtriser pour pouvoir réaliser le calcul. Donc là, je vous ai mis quelques points de vigilance sur on va dire les grands postes de dépenses. C'est valable autant pour le CIR que pour le C2I. On va reprendre notamment dans les dépenses de personnel. Vous avez toute la partie salariale, on va dire les coûts qui sont associés aux salariés, notamment la partie charges, cotisation patronale. Il faut savoir c'est que toutes les cotisations patronales ne sont pas éligibles, donc il faut bien les connaître et connaître celles qui ne le sont pas pour pouvoir les déduire en fait du montant global de ces dépenses de personnel. Les autres points importants, c'est la qualification du personnel, parce que notamment pour le crédit impôt recherche, voilà, il faut pouvoir justifier d'une expérience technique solide, soit en tant que technicien, soit en tant qu'ingénieur ou docteur. Donc, il faut vraiment pouvoir montrer la qualification de ce personnel au travers de CV, de diplômes, etc. Et encore un point très important sur les dépenses de personnel, c'est le pointage. Pour pouvoir identifier en fait les temps qui ont été passés à la R&D ou à l'innovation, il faut disposer d'un système précis, donc soit de pointage, ça c'est l'idéal, mais quand il n'y a pas de système de pointage en interne, une méthodologie qui permet vraiment de recalculer les temps et de pouvoir les proposer à l'administration fiscale en cas de demande. Donc ça, c'est pour les dépenses de personnel. Dépenses, dotations aux amortissements, on va retrouver un peu les mêmes choses que pour les dépenses de personnel pour la détermination des pourcentages d'utilisation. Il faut pouvoir expliquer la méthodologie qui est appliquée pour identifier la part d'utilisation de matériel à la R&D/innovation ou la part production, utilisation standard. R&D externalisé, c'est ce que je disais tout à l'heure, et Julie aussi, c'est-à-dire qu'il faut absolument s'assurer de l'agrément des prestataires, puisque sinon on ne peut pas reprendre les dépenses. Et puis il va y avoir tout un tas d'autres informations qui vont devoir figurer sur la facture, notamment les opérations de R&D et d'innovation. Est-ce qu'il s'agit bien d'opérations qualifiées en R&D, ou est-ce qu'en fait opérations qui n'ont rien à voir? Voilà, donc il faut vraiment qu'il y ait tout un tas d'informations sur les factures et contrats associés pour déterminer l'éligibilité de ces dépenses. Propriété intellectuelle, bon là encore, quelques petites subtilités. Et la veille technologique, on parlait tout à l'heure des salons. Donc les salons, effectivement, salons conférences sont éligibles. Par contre, ils ne le sont pas tous. Hein, il faut que ce soit à des fins techniques et non commerciales ou concurrentielles. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les points de vigilance quand on pense crédit impôt recherche, crédit impôt innovation. Il faut quand même avoir ces points-là en tête pour sécuriser au maximum le dossier et le calcul. Voilà, donc ça c'était la présentation générale des dispositifs. Après, voilà, pour donner un petit peu plus de visibilité sur le fonctionnement côté entreprise, on va dire, on va laisser la parole à Anthony Kohler, qui est donc le directeur technique du parc zoologique de Sainte-Croix, qui va vous expliquer un petit peu son expérience face à ces dispositifs, puisque le parc animalier bénéficie du crédit d'impôt recherche et crédit impôt innovation. Voilà, donc Anthony, à vous. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. C'est vrai qu'on a commencé à travailler avec BDO il y a maintenant 2 ans à Sainte-Croix. On existe depuis 1981. Depuis 1980, dans la raison d'être d'entreprise, les notions en fait d'innovation et de recherche nous ont toujours motivés. Donc sans le savoir, depuis effectivement 1980, on fait des choses qui sont effectivement intéressantes en termes de crédit d'impôt recherche ou de crédit d'impôt innovation. Et quand on a commencé à échanger, je vous cache pas qu'il y avait un côté un peu montagne d'Everest à aller gravir pour pouvoir bien sélectionner les projets, suivre les temps, et ça semblait quand même assez compliqué au début et un petit peu inquiétant. Et l'avantage avec BDO, c'est qu'ils nous ont bien accompagnés pour pouvoir sélectionner les projets, mettre en place un process de travail pour suivre les projets, bien rentrer notamment, par exemple, les temps du personnel pour pouvoir bien justifier. Et c'est vrai que la première année, c'est quelque chose qui est assez lourd. On se dit où est-ce qu'on s'embarque, est-ce que ça va vraiment valoir le coup? Et finalement, on se rend compte que grâce à ça, on a des continuités de projets qui vont être assez facilement
reconductibles. Je vais vous prendre des exemples tout simples. Hein. On a travaillé sur une espèce de galliforme, le grand tétra, qui est une espèce présente dans le massif vosgien, qui est en train de disparaître. Donc, on a créé un nouvel espace pour cette espèce. Donc là, on est parti sur de la partie innovation, sur tout ce qui était en fait investissement. Et pendant un an, tout le travail qui a été réalisé par l'équipe a permis de confirmer finalement ce travail d'innovation, puisque forcément, ça met du temps en termes de validation. Mais à côté de ça, on reproduit cette espèce. Donc là, on est parti plutôt sur la partie recherche, où là, le temps de travail des équipes va être effectivement en partie intégré à ce travail pour pouvoir, eh bien, chaque année, re-questionner en fait nos méthodologies de travail avec une méthode classique hein, d'évolution, d'évaluation, documentation, évaluation, réajustement en fait des process, et qui nous permet en tout cas de dégager du temps supplémentaire pour les équipes. Et c'est vrai que autant à Sainte-Croix, depuis longtemps, on fait finalement de l'innovation et de la recherche, autant seulement depuis 2 ans, on commence à réfléchir sur la valorisation de ces éléments d'innovation et de recherche. Et c'est vrai que maintenant, quand on travaille sur un projet, il y a cette petite bulle qui s'allume et qui dit, OK, comment on pourrait effectivement eh bien, intégrer ces éléments. Un autre exemple, moi, qui m'intéresse particulièrement, c'est que nous sommes plutôt une locomotive dans tout ce qui est bien-être animal. On est très fiers de faire partie des 10% des structures zoologiques en Europe qui font partie de l'Association européenne des parcs zoologiques avec les plus hauts standards en termes de bien-être. Néanmoins, on est dans une recherche perpétuelle d'évolution, d'un dynamisme important pour continuer à faire progresser finalement eh bien, la recherche autour du bien-être animal. Et donc, il y a quelques années, envisager une prestation avec un partenaire externe pour pouvoir amener à la fois un recul nécessaire pour pas être jugé parti quand on fait les évaluations de bien-être animal sur le site, et donc de documenter ce qu'on fait. Eh bien, il y a quelques années, ça aurait pu être quelque chose ou être un frein d'un point de vue financier. Aujourd'hui, avec les crédits d'impôt recherche, on se dit clairement qu'il y a quelque chose à faire et ça ouvre des perspectives nouvelles, en tout cas, dans notre façon de travailler. Alors, même si on est une PME, même si mon cœur de métier, moi, je suis directeur zoologique et capacitaire, donc mon cœur de métier, c'est de m'occuper des animaux et de concevoir les espaces pour eux. Eh bien, on intègre cette nouvelle dimension et je dois dire que sans l'accompagnement d'Emmanuel notamment sur ce sujet, je ne cache pas que la montagne aurait été plus compliquée à gravir. Mais on a vraiment aujourd'hui un nouvel outil qui nous permet en tout cas d'aller plus loin, de faire progresser les projets. Et moi, voilà, je suis totalement satisfait. Reste à continuer dans les prochaines années pour que ce soit encore plus facile, parce que forcément, si jamais tous les jours vous n'avez pas un process qui permet en fait de rentrer les données, c'est tout de suite un peu plus lourd de le faire, que ce soit une fois par trimestre ou pire une fois par an. Alors là, c'est la cata pour rechercher les infos. Donc vraiment, c'est une autre méthode de travail à intégrer, mais c'est une méthode de travail qui vaut vraiment le coup. Voilà, si je devais résumer ce que j'en pense. Merci beaucoup, Anthony. En tout cas, c'est tout à fait intéressant pour qu'on puisse avancer là-dessus. Oui, merci à tous. S'il s'agissait de démontrer que qu'il y a à la fois des opportunités, mais qu'il y a une complexité qui nécessite de se faire accompagner, et qu'une fois qu'on est accompagné, comme le disait Anthony, la pente n'est pas si raide que ça. En tout cas, s'il s'agissait de démontrer ça, vous l'avez bien fait et de manière très 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 claire. On vous en remercie. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est on a parlé de l'agrément des prestataires. On est souvent quelque part à fédérer des artistes, des artisans, des petites structures qui sont souvent les plus agiles. Nombre d'entre eux, j'imagine, ne savent même pas ce que peut être un agrément. Selon votre expérience, est-ce que c'est compliqué, rapide pour un prestataire d'obtenir cet agrément? Est-ce que Julie, Emmanuel voulait répondre ou je réponds comme vous souhaitez? Je vais commencer, puis n'hésitez pas à rajouter des choses le cas échéant. Donc en fait, l'agrément CIR ou C2I, parce que vous pouvez avoir l'un ou l'autre ou les deux, à l'avantage, en fait, c'est un avantage commercial, puisque effectivement, une fois que vous avez cet agrément, vous pouvez fournir des prestations qui pourront donner à votre client la possibilité de récupérer des crédits d'impôt. Donc, effectivement, vous avez un avantage commercial.
Le dossier en tant que tel est assez formel, hein, donc il faut absolument répondre à tous les critères, que ce soit les informations administratives. Mais la difficulté majeure, Thierry, c'est surtout sur la description d'un projet qui est en fait le projet type, qui va être un reflet de soit l'innovation ou la recherche que vous mettez en place. Donc c'est très proche de ce que nous on va écrire comme rapport justificatif au niveau des sociétés. Mais une fois que vous avez cet agrément-là, l'avantage c'est que vous pouvez le démontrer. Donc le dossier est assez complet, donc il faut pouvoir démontrer que vous répondez aux critères que Julie a mentionné, hein, que ce soit la nouveauté, que ce soit l'incertitude, que ce soit la créativité, l'approche systématique ou la transférabilité des connaissances. Il faut aussi fournir le pédigré de votre équipe, c'est-à-dire les CV, les diplômes de votre équipe technique. Donc c'est un dossier qui est assez complet. Bon, l'avantage, c'est qu'une fois que vous l'avez fait, que vous l'avez envoyé au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, vous avez généralement, une fois approuvé, une certification pour 1 jusqu'à 4 ans. Selon la discrétion, c'est à la discrétion de l'administration à ce niveau-là. Et effectivement, nous on trouve que la partie la plus difficile, c'est vraiment choisir le bon projet et le décrire de manière à répondre aux attentes de l'administration, parce que vous pouvez avoir un projet et la nature est bonne, mais si vous ne savez pas l'écrire et effectivement refléter les activités de R&D, ça peut être compliqué. Merci beaucoup Hervé. Juste pour bien préciser, je suis porteur d'un projet, je vais chercher des prestataires et ensemble, on va obtenir l'agrément de ces prestataires sur la base du projet dont je suis porteur, ou est-ce que moi, porteur d'un projet, je dois aller chercher des prestataires qui sont déjà titulaires de cet agrément, par rapport à leur vécu, leur expérience, etc. Vous pouvez avoir les deux approches. Donc le premier réflexe, hein, c'est d'aller sur le site web du ministère de la Recherche. Je pourrais peut-être vous envoyer à la suite les détails, mais vous pouvez avoir la liste des organismes agréés. Donc c'est déjà tout simple. Si vous avez repéré quelqu'un avec qui vous voulez travailler, vérifiez si déjà ils ont l'agrément. Et effectivement, s'ils ne l'ont pas, dans ces cas-là, vous pouvez avoir des discussions avec eux pour leur demander effectivement de soumettre un dossier. Donc l'agrément, le premier agrément généralement doit être déposé avant, ça change chaque année, mais avant fin mars, si je dis pas de bêtises, Julie, Emmanuel, fin mars à peu près de l'année en cours. Et en fait, une fois que vous avez soumis le dossier, vous avez entre 4 et 6 mois d'évaluation et vous recevez l'agrément. Donc, selon les situations, effectivement, soit la personne est déjà agréée, donc vous n'avez même pas à vous poser la question, c'est parfait, vous avez validé ça. Sinon, vous pouvez travailler avec eux et dans ce cas-là, effectivement, ils doivent soumettre eux-mêmes individuellement un dossier lié à cela. J'ai bien aimé l'intervention d'Anthony sur le fait qu'à un moment, le déclic se fait, on lance quelque chose, on se dit ah tiens, de quelle manière je peux déclencher et mettre en œuvre le dispositif. J'imagine que c'est pas évident à parvenir à ce niveau-là, il faut bien le maîtriser avant de se poser les questions. Est-ce que derrière, ces dispositifs évoluent souvent, changent, ou est-ce qu'il y a une relative stabilité dans la politique menée qui peut permettre justement de prendre cette habitude et d'y revenir régulièrement? Je dirais qu'il y a peut-être 3 ou 4 jurisprudences par an qui sont effectivement qui permettent de faire évoluer un peu le dispositif. J'avoue qu'en fait, on a eu après le gouvernement Sarkozy, où on a eu une augmentation énorme des dossiers de CIR, puisque le dispositif est devenu beaucoup plus généreux. Donc on a eu entre guillemets des pratiques abusives en France.
sur ce dispositif entre 2016 et 2018 et on a eu une avalanche de contrôles fiscaux qui ont permis je dirais, de stabiliser le dispositif. Donc aujourd'hui, en tant que conseiller sur le dispositif CIR et C2I, on a une posture beaucoup plus apaisée puisqu'aujourd'hui, maintenant, il y a eu beaucoup de pratiques, il y a eu beaucoup de contentieux qui font qu'aujourd'hui, on est quand même assez stable. Donc, une fois par an, il y a des évolutions législatives et on a une ou deux interprétations à mettre en place, mais ça reste très stable et très pérenne de manière générale. Ouais, juste pour compléter ce que dit Hervé, en fait, les juristes, non, pas juristes, les lois de finances vont surtout faire modifier on va dire, les dépenses, l'éligibilité des dépenses. Ce qui est des projets, l'éligibilité même du projet, ce qui est de la recherche, ce qui est de l'innovation, globalement, ça bouge pas. On n'a pas de modification de la définition de l'éligibilité de la recherche, de la définition de l'éligibilité de l'innovation. Après, ce qui peut changer, ça va être un pourcentage ou les frais de fonctionnement qui vont évoluer un peu, ce genre de choses. La sous-traitance, par exemple, l'agrément de la sous-traitance qui a un petit peu évolué puisque maintenant elle concerne absolument toutes les structures alors qu'avant elle ne concernait que les structures privées. Mais voilà, de manière générale, on va dire, par éligibilité, ça reste identique. Une question complémentaire pour Anthony. Quel type de retour finalement, de quelle manière les retours de l'administration sur l'instruction des dossiers peut permettre de transformer la démarche? Est-ce que vous avez déjà eu des choses comme ça, un projet envoyé, puis finalement par le retour de l'instruction, vous avez fait un petit peu autrement, vous avez un petit peu adapté? En quoi ça a pu faire évoluer votre position? En tout cas, on n'a pas eu de retour de l'administration puisque, en général, c'est Emmanuel qui fait le pare-feu de ce côté-là et qui fait très bien son rôle on va dire, effectivement, de naïve sur le sujet. Et donc, elle questionne assez bien les sujets. Et donc, soit on a vu en fait des angles modifiés, soit on a revu certains projets un peu différemment. Et il y avait parfois un peu de flou entre qu'est-ce qui était réellement de la recherche ou de l'innovation, puisque parfois il y a quand même des limites un peu entre les deux. Et là, il y a une question d'interprétation. Et quand on est, comme moi, une novice sur ce sujet-là, clairement, l'apport d'Emmanuel nous a bien aidé là-dessus. Et j'avoue que sur ce sujet-là, c'est elle qui a fait le filtre. Et nous, on n'a pas eu de retour négatif après par rapport au dépôt de dossier. Emmanuel, du coup, quel type de réaction peut faire au-delà de cette question d'interprétation? On est vraiment on joue sur les mots, sur ce type de démarche, ou est-ce qu'il y a des remarques un petit peu de fond sur certains positionnements? Quel est le retour finalement que vous avez, vous, quand vous êtes en première ligne? Alors, je dirais de manière générale, les retours, c'était un peu les points de vigilance qu'on a présentés pendant la présentation. Ce qu'on retrouve régulièrement, c'est le questionnement, c'est sur les heures. Comment on identifie les heures de recherche et développement, quel est le système qui est mis en place, quelle est la méthodologie. Donc, comme je disais, quand il y a du pointage, c'est relativement simple, parce qu'on a juste à sortir les systèmes de pointage. Par contre, quand il y a des méthodologies, ben là, après, on adapte en fonction des sociétés. Mais c'est vrai qu'on essaie de travailler en amont. Alors, c'est vrai que pour la première année, effectivement, le crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, on arrive, entre guillemets, après la bataille, dans le sens où la déclaration des activités de 2022 se fait en 2023, la déclaration des activités de 2023 se fait en 2024, etc. Donc, pour la première année, ça peut être un petit peu compliqué parfois de remettre les temps en ordre, mais dès l'année suivante, on essaye de mettre en place des méthodologies. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent regardé par l'administration fiscale. Après, pour ce qui est des projets, de l'éligibilité des projets, ça va beaucoup dépendre parce que l'éligibilité des projets peut être regardée par l'administration fiscale, mais elle peut aussi être regardée par un ministère qui est mandaté par le ministère, un expert, excusez-moi, qui est mandaté par le ministère. Et donc là, c'est un petit peu différent. Les questions vont être complètement différentes quand il s'agit d'un inspecteur des impôts et quand il s'agit d'un expert du domaine. Donc parfois, on peut avoir des questions. Souvent, c'est un échange. L'expert pose des questions complémentaires sur les travaux de recherche, va éventuellement demander des annexes, des cahiers de laboratoire, ce genre de choses pour voir un peu plus les travaux qui ont été faits. Mais je dirais, en tout cas, moi, de retour d'expérience, là où on questionne le plus, c'est plutôt sur la partie valorisation, donc la partie vraiment financière, on va dire.
avec plus de challenges et plus de discussions. Généralement, les projets, l'éligibilité des projets, c'est moins remis en cause puisqu'on fait un gros travail en amont justement pour s'assurer que les projets sont bien éligibles et sont bien caractérisés dans le bon crédit d'impôt. Voilà. Julie, Hervé, je ne sais pas s'il y a des choses que vous voulez rajouter. Non, très bien. Ok. Super. Non, je te remercie. Une petite question complémentaire. On voit qu'on a, vous allez le confirmer ou pas, on a intérêt à venir voir des spécialistes comme vous, je dirais, dès l'élaboration d'un projet pour l'orienter de la bonne manière. Mais vous intervenez aussi, et c'est le cas pour le parc de Sainte-Croix, je dirais au cours de la vie de l'entreprise dans son développement, dans sa diversification. Est-ce que, avec votre casquette également d'expert comptable au niveau du groupe, vous voyez en général dans des business plans de nouveaux projets, de nouvelles sociétés, la prise en compte a priori de la valorisation du crédit impôt recherche ou des C2I comme étant une donnée acquise et valable en termes de recettes ou en tout cas en termes d'économie pour un dossier qui est soumis au financement. Alors, on le voit, ça a deux éléments. Donc, par exemple, si vous avez une société qui effectivement, pour lequel le CIR, en termes de dépenses, est assez significatif par rapport au volume de transactions de la société, c'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue financier, ça c'est important. Dès lors, il va y avoir beaucoup plus d'informations qui vont être demandées, que ce soit par l'expert comptable, dans le rapport de gestion, soit par l'auditeur, le cas échéant. Nous aussi, on est mandaté de temps en temps par nos équipes qui travaillent sur tout ce qui est fusion et acquisition. Lorsque vous avez par exemple une société qui fait du très bon travail, un jour un investisseur qui rentre dans la boîte, de temps en temps, nous on est mandaté parce que ça fait 3-4 ans qu'ils font du CIR et ils veulent absolument s'assurer que les déclarations ont été bien faites. Et effectivement, c'est là où les rapports justificatifs sont importants. C'est important de savoir ça parce que parfois, les gens qui vont regarder les rapports justificatifs, c'est pas toujours un inspecteur des impôts, ça peut être aussi vos investisseurs. Parce qu'un jour, vous allez peut-être vouloir vendre la société et ça fait partie des documents qui vont démontrer, je dirais, la pérennité financière de votre société. Qu'il n'y ait pas d'épée de Damoclès 2 ou 3 ans après. Vincent, je vois une question. Oui, une question sur la rémunération de l'accompagnement, du coup, de la personne qui va effectuer ce suivi. Question d'Olivier. Alors, on est des experts comptables et on est des consultants, donc on travaille sur plein de modèles différents. Donc, si une société, par exemple, souhaite faire internaliser le process et souhaite juste qu'on intervienne sur certaines modalités, type le conseil à l'évaluation des projets ou une relecture du dossier, on le fait au temps passé. Parfois, mais majoritairement, les clients nous demandent de faire du success fee, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'entièreté du projet et on se rémunère sur une portion du crédit d'impôt qui a été généré, des économies générées. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'aussi on défend en cas de contrôle et on apporte tout le soutien à la sécurisation, l'interface pour être véritablement un partenaire de la société. Très bien, merci. Une dernière question peut-être avant de conclure notre séance et de remercier nos intervenants une nouvelle fois. Avec plaisir. Mais on voit bien que dans cet univers justement qui nous réunit, du loisir, du tourisme, où justement l'innovation est permanente et même, je dirais, existentielle pour un équipement récréatif qui se doit de se renouveler, ne serait-ce que pour conserver son public et gagner des nouvelles parts de marché. On voit bien que justement le parti qui peut être tiré de ces dispositifs. Et je pense que vous avez convaincu tout le monde. En tout cas, Vincent vous dira que l'information restera en ligne sur nos plateformes.
et que vous pouvez Oui. vous y reporter. Absolument, oui. On diffusera comme d'habitude le replay du webinaire hébergé sur notre chaîne YouTube, du coup. Vous pourrez le diffuser, du coup, aux différents partenaires que vous avez, et aussi à des questions pour y revenir. On était un peu, on est sur des webinaires ciblés, mais du coup, qui peuvent, dont les portées peuvent se faire ressentir un petit peu plus loin. On a encore de très bons échos d'anciens webinaires de l'an dernier qui ont toujours leur public. Super. Merci à tous, du coup. Merci à tous et bonnes vacances. Merci Bonne journée. de vos Merci. interventions. Très bonne fin de journée, très bon week-end, très bonnes vacances pour ceux qui en ont bientôt. Prochain webinaire, dernier vendredi de novembre. On est encore en train de travailler le thème. On l'annoncera prochainement. Et voilà, on espère vous y retrouver très nombreux. Merci une nouvelle fois. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir.